Ici, dans ce transport, je suis Ève, avec Abel, mon fils. Si vous voyez mon grand-fils Caïn, le fils d'Adam, dites-lui que je... Donc je vous rappelle que la semaine prochaine, il faut qu'on commence à installer notre exposition sur la légende des enfants du ghetto de Lodz. Qui est-ce qui peut nous rappeler quelles étaient les principales caractéristiques de ce ghetto à Lodz en Pologne? Emma? Le ghetto de Lodz, c'était un des premiers de Pologne et un des plus grands à cause de l'industrie textile qui s'y est développée et aussi du grand nombre de juifs qui vivaient à Lodz. Oui, tout à fait. Qui est-ce qui peut maintenant nous présenter la légende des enfants du ghetto de Lodz? Yasmine? À partir de 1942, la solution finale a été décidée et tous les juifs étaient déportés. Et comme Lodz était une ville industrielle, on voulait enlever en priorité les personnes qui n'avaient pas d'utilité, entre guillemets. Et donc c'était principalement les vieillards et les enfants. Donc on a décidé de faire croire que les enfants, à partir de 9 ans, allaient à l'usine pour travailler, alors qu'en réalité on leur faisait cours et les professeurs ont l'idée de leur faire écrire une légende et de l'illustrer. Donc, ce qui sera exposé et ce que vous allez présenter à d'autres élèves, ce sont ces illustrations qui ont été faites par ces enfants dans le ghetto et donc dans l'usine. Donc il va falloir montrer l'intérêt de ces illustrations. Étant donné que le texte est assez long, on va essentiellement s'occuper des illustrations. Si jamais vous avez par le passé étudié des textes en rapport avec la résistance, vous pouvez les retrouver, vous pouvez les rapporter et on pourrait les intégrer à l'exposition d'une manière ou d'une autre. J'aime bien écrire et les images elles m'inspirent et je voulais savoir si on pouvait écrire des textes sur les images de la légende. Oui, des textes quel genre de textes? Des textes personnels, même. Oui, en rapport avec la résistance. Ah oui, tout à fait, oui, ce serait une bonne idée. Hein. On peut imaginer que des élèves, que vous produisiez des choses en rapport avec la résistance à travers l'art, la culture, enfin, en étant dans notre thème. On peut savoir ce que vous disiez? On pourrait faire une chanson pour le projet. Ah oui, une chanson, c'est-à-dire Écrire les paroles, la musique et chanter. Et chanter. La composer entièrement, oui, c'est une très bonne idée. Hein. La musique, on a 3 compositrices pour écrire de la musique. D'accord. Les paroles. Et toi, les paroles. Et toi, tu chantes. Bah, c'est parfait. Oui, tout à fait. Hein. Si vous avez d'autres idées de production dans ce domaine, il n'y a aucun souci. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas. Anaïs? Avec Emma, on peut faire un projet plastique. En rapport avec la résistance? Oui, très très bonne idée. On l'intégrerait aussi à l'exposition. Alors aujourd'hui, on reçoit Léo qui va nous parler de son projet de classe 602. Il travaille sur la résistance et donc du coup, tu vas nous expliquer en quoi consiste votre projet qui est exposé à l'espace Chopart qui est en bas, rappelons-le. En fait, on travaille sur un projet sur la résistance par l'art et la littérature. Et on a décidé de mettre en valeur le travail qui a été fait par les enfants du ghetto de Lodz. Il y a une légende avec des images illustrées qu'on expose en bas, avec des visites guidées qui expliquent la légende et qui analysent les images en fait.
Et l'histoire, c'est des enfants qui vont faire croire qu'ils vont travailler à l'usine, mais en fait, ils font l'école dans l'usine pour échapper aux nazis et pour pas être déportés, en fait. D'accord. Pour montrer qu'ils sont utiles pour le ghetto, pour le fonctionnement. Et dans cette école, ils ont donc fait ces dessins qui sont très très jolis et cette légende qui raconte, qui est un petit peu une mise en abîme de leur propre histoire et c'est vraiment très intéressant. Ok. Dans ces images, il y a beaucoup de symboles. Sur celle-ci, on peut voir un prince, 4 enfants et une petite fille sur un champignon. La petite fille sur Un champignon, ça fait penser au conte Alice au pays des merveilles, avec un enfant qui tourne autour et qui est surveillé par un prince qui tient son épée. Et la tête, c'est un collage d'une photo de Léon Glaser. C'était l'homme qui encadrait les enfants dans l'usine. Et ça représente les saisons, les noms. Quelle saison? Il y a l'été, l'automne, le printemps et l'hiver. Bah là, il y a un soleil rouge et des montagnes blanches. Et le soleil rouge, il symbolise le nazisme, l'arrivée du nazisme. Et les montagnes blanches, l'arrivée du froid. Et le fait que la barrière elle soit coupée en deux, ça montre qu'il commence à avoir un dysfonctionnement au sein du ghetto. Ce sera un symbole récurrent sur les images, on pourra les voir sur différentes images. Et on peut voir aussi que c'est un peu malsain parce qu'il y a des pommes qui ont été changées par les têtes des maîtresses qui surveillent encore les enfants. Ça montre quand même que les enfants ont une petite forme de liberté, mais ils sont quand même encadrés tout le temps par les maîtresses. Donc en fait, on vient un peu parler de l'expo qu'on a vue. Enfin, moi j'ai trouvé ça super intéressant et c'est un sujet qu'on n'aborde pas trop, la vie des enfants, on aborde assez souvent des grandes dates. Et c'est intéressant de voir ce qu'ont vécu aussi les enfants dans les ghettos et montrer qu'ils avaient aussi une chance de s'en sortir même si c'était difficile. On a pu voir comment ils faisaient pour tenir là-bas, même malgré les conditions difficiles et tout ce qu'ils ont pu subir à cause du nazisme, du ghetto et des camps de concentration. C'était agréable déjà de préparer le contenu de ce qu'on a dit, ce qu'on s'est vraiment cultivé. On a découvert le fonctionnement d'un ghetto, pourquoi, comment et où on les avait fait, mis en place. Moi, je trouve que c'est une histoire qui m'a touchée. J'avais été surprise de la profondeur et de la maturité des dessins. Et même du texte. Ça nous a appris des choses par rapport à l'histoire, mais pas l'histoire telle qu'on la connaît dans les livres ou qu'on peut l'apprendre en cours. Comme les visites des résistants, on a rencontré Marthe Cohn, qui est venue nous parler de son parcours pendant la guerre. Et le mois prochain, je crois, on va rencontrer Daniel Cordier aussi. Le secrétaire de Jean Moulin. Chapitre 3. Il résistait. Oui, vous vous demandez sans doute, mais quelle est donc cette drôle de voix qui s'est permis de lire le titre de ce 3e chapitre à ma place? Eh bien, tout comme l'histoire avec un grand H, notre histoire à nous évolue, mes chers amis. Et moi, nouveau personnage, je vais vous faire traverser les esprits et les pensées de nos héros. Enchanté de faire votre connaissance. Je suis Quentin, le narrateur. L'exposition n'a laissé aucun de nos personnages principaux indifférents. Alors, pourquoi s'arrêter en si bon chemin, alors que nous étions si près du but? Et je connais 2 excellents moyens de faire ressurgir l'esprit résistant. L'art et la littérature. Je trahirai demain, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, arrachez-moi les ongles. Je ne trahirai pas. Vous ne savez pas le bout de mon courage. Moi je sais. Vous êtes 5 mains dures avec des bagues. Vous avez aux pieds des chaussures avec des clous. Je trahirai demain. Pas aujourd'hui, demain. Il me faut la nuit pour me résoudre. Il ne me faut pas moins d'une nuit. Pour renier, pour abjurer, pour trahir. Pour renier mes amis, pour abjurer le pain et le vin, pour trahir la vie. Pour mourir. Je trahirai demain. Pas aujourd'hui. La lime est sous le carreau. La lime n'est pas pour le bourreau. La lime n'est pas pour le barreau. La lime est pour mon poignet. Aujourd'hui, je n'ai rien à dire. Je trahirai demain.
Inscrits dans la mémoire, les textes changent selon les voix, les corps et les esprits. C'est là la vraie richesse d'un écrit. Ils nous permettent de nous souvenir. Au collège, j'ai étudié un texte de Primo Levi qui s'intitule Si c'est un homme, que j'ai trouvé très touchant et je vais vous le lire. Vous, qui vivez en toute quiétude, bien au chaud dans vos maisons, considérez si c'est un homme que celui qui peine dans la boue, qui ne connaît pas de repos, qui se bat pour un quignon de pain, qui meurt pour un oui ou pour un non. Considérez si c'est une femme que celle qui a perdu son nom et ses cheveux, jusqu'à la force de se souvenir, les yeux vides et le sein froid, comme une grenouille en hiver. N'oubliez pas que cela fut. Non, ne l'oubliez pas. Gravez ces mots dans votre cœur. Pensez-y chez vous, dans la rue, en vous couchant, en vous levant. Répétez-les à vos enfants, pour que votre maison s'écroule, que la maladie vous accable, que vos enfants se détournent de vous. Lorsque les nazis sont venus chercher les communistes, je me suis tue. Je n'étais pas communiste. Lorsqu'ils sont venus chercher les syndicalistes, je me suis tue. Je n'étais pas syndicaliste. Lorsqu'ils sont venus chercher les sociodémocrates, je me suis tue. Je n'étais pas social-démocrate. Lorsqu'ils sont venus chercher les juifs, je me suis tue. Je n'étais pas juif. Puis ils sont venus me chercher et il ne restait plus personne pour protester. Alors maintenant, je vais laisser la parole à deux de vos camarades, Léo et Emma, qui ont préparé un spectacle, qui ont travaillé sur un spectacle à propos de Germaine Tillon. Et ce spectacle sera donné ce soir à l'Arsenal à Metz. À vous. Alors, Germaine Tillon était une prisonnière politique du camp de Ravensbrück et elle a tâché d'échapper au travail obligatoire en se cachant. Et c'est là qu'elle a écrit son opérette qui alterne chant et texte et qui raconte de façon humoristique et romancée la vie des prisonnières du camp. Ouais, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est un sujet très très grave. Les événements qui se passent dans le texte sont graves également, mais le ton est très très léger avec des chansons sur l'air de Clair de la Lune ou du French Cancan. Alors on l'a retournée à l'infirmerie. Pas au salsifis cette fois, mais à la Schwester Erika. Il faut lui faire le coup de pied au derrière, qu'elle a dit dans sa langue. On lui a fait. On lui en a même fait deux. Ça lui a rien fait. Nous sommes les champions du monde, zombies, les champions. Nous sommes les champions du monde, les héros. Les cheveux noirs, alors, on l'a mené au SS Man. Pas le hongrois, le boxeur. Le boxeur a dit, il faut lui faire les coups de pote dans le crâne. On lui a fait les coups de pote dans le crâne. Ça lui a rien fait. Tu n'es jamais contente de rien. Tu te plains sans arrêt de la vie que tu mènes ici. Et pourtant, tu n'as aucun effort à faire pour te libérer. Tu n'as qu'à te laisser aller. Regarde. Oui. Ça y est. Ça y est, ça te plaît pas. Tu trouves encore le moyen de vous respecter. Il nous reste pas. C'est comme ça.
Nous nous sommes souvenus de ces hommes et de ces femmes qui ont laissé derrière eux de magnifiques œuvres. Et c'est à nous de reprendre le flambeau de ce merveilleux combat qu'est la résistance. Nous vivons dans une époque et dans un pays où nous pouvons chanter, faire du théâtre, danser, dessiner, réaliser un film, écrire, lire, vivre. Battons-nous pour que ces plaisirs de la vie continuent d'exister. Résistons. Et nous aussi, créons. Oui, créons le plus possible, le plus longtemps possible. 7 janvier, 13 novembre, 2 dates bouleversantes qui ont changé notre vision des choses. Ça n'arrive pas qu'aux autres. La France est éplorée, ébranlée, comme notre confiance en l'humanité. On a porté atteinte à notre liberté, à notre laïcité, notre fraternité, notre créativité, à nos valeurs, nos droits, nos vies. Ils ont voulu nous faire taire. Ils ne savaient pas que nous comptions résister, que nous hissions déjà les drapeaux pour nos frères disparus. La vie doit reprendre ses droits. Il nous faut faire un choix, nous écraser ou bien repousser le monstre aux confins de l'humanité. Nous allons écrire, vivre, dessiner, chanter, danser, nous exprimer, nous aimer. Nous allons résister. On a représenté un mannequin en bois, c'est les mannequins qu'on utilise pour les dessins d'observation. Ça généralise vraiment, enfin c'est pas un homme ni une femme, ça généralise, c'est tout le monde, ça peut être n'importe qui. Au départ, on peut voir qu'il a le drapeau de Daesh planté et le drapeau français détruit et les lettres de liberté, égalité, fraternité totalement éparpillées. Et au fur et à mesure, on voit une évolution et il devient d'ailleurs de plus en plus gros. Et il enlève le drapeau, tout commence à s'ordonner au fur et à mesure, le drapeau français se reconstitue. Le crayon aussi se reforme. Oui, également. Allusion à Charlie Hebdo. Voilà. Et il finit par briser le drapeau islamiste et récupérer le drapeau français et grandir. Pour montrer qu'on n'est pas. Enfin, on se relève. Mais n'oublions pas l'amour, le
transport, je suis Ève. Avec Abel, mon fils. Si vous voyez mon grand-fils, Caïn, le fils d'Adam, dites-lui que je résiste.